Bien. Bon, écoutez, nous rentrons dans notre troisième panel. Je vous demande juste un tout petit instant. Ce sont les aléas du direct. Très bien. Donc, panel 3. Donc, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Donc, nous avons trois panélistes, une éminence du monde universitaire et expert international reconnu, Jalel Ezzine, professeur des théories et contrôle des systèmes et membre du conseil consultatif du rapport scientifique de l'UNESCO 2020 en Tunisie. Bonjour Jalel. Comment allez-vous? Très bien, merci Franck. Très bien. Donc j'aurais dit Sbalrir, mais j'avais peur de mal le prononcer. Très bien. Un entrepreneur qui œuvre pour mettre l'IA au service des ressources humaines, Djibril Dio, cofondateur et CEO de Digital In, Sénégal, donc une plateforme digitale basée sur la technologie du matching affinitaire, donc qui utilise l'intelligence artificielle pour l'orientation de carrière pour candidats, responsables RH, managers et collaborateurs. Dangadef, Djibril. Magnifique, Franck. Je vais très bien, magnifique. Très bien. Et enfin, un ingénieur, un spécialiste opérationnel de l'intelligence artificielle, engagé par ailleurs pour sa vulgarisation au Sénégal, Elias Waliba, qui est lead data scientist, enseignant en machine learning et cofondateur de Galsenia, une association qui a pour objectif la promotion et la vulgarisation de l'intelligence artificielle au Sénégal. Nangadef, Elias. Magnifique, Franck. Bonjour à tout le monde. Très ravi d'être là. Merci. Bonjour, Merci à nos trois panélistes d'être présents ce matin. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, sans plus attendre. On parle de limites de l'intelligence artificielle, mais la première limite ou difficulté ne tient-elle pas à la notion même d'intelligence? Jalel, quelle réflexion l'éminent professeur et expert de l'UNESCO que vous êtes porte sur le sujet? Merci pour l'introduction et merci pour ce programme de grande valeur pour le continent et pour tout le monde. La question, bien sûr, concernant l'intelligence. C'est une question qui date de très loin. Elle n'est pas vraiment nouvelle, mais aujourd'hui, elle prend beaucoup d'ampleur à cause de tout ce qui se fait aujourd'hui en intelligence artificielle et tous les produits que nous manipulons quasiment tous les jours, même sur nos smartphones. Avant de parler peut-être de l'intelligence artificielle, je veux faire deux points que je pense sont intéressants pour mettre un peu notre panel dans son contexte. Il faut dire que cette explosion en matière d'intelligence artificielle, et en particulier en termes d'application, sont dues à trois éléments principaux qui ont convergé ces derniers temps, cette dernière décennie, et qui ont fait que nous avons ce pléthora d'applications, de solutions, et aussi beaucoup d'engouement. La première chose, c'est que l'humanité aujourd'hui est sous un tsunami d'informations. Et juste pour vous donner un petit indicateur qui pourrait vous donner une idée sur l'ampleur de l'information, la quantité d'informations que nous sommes appelés à gérer ces derniers temps, c'est que je suppose en 2016 ou en 2017, l'humanité a généré autant d'informations pendant l'année 2016 que l'information qui a été générée par l'humanité pendant toute son existence. Donc, aujourd'hui, cette déferlante qui augmente en exponentielle d'informations est bel et bien présente. Et je suppose aujourd'hui, l'humanité en 2020 a certainement produit plus que l'information produite par l'humanité pendant toute son existence. Donc, c'est la raison principale pour laquelle les chercheurs et les technologues ont voulu vraiment développer cette nouvelle technologie qui s'appelle l'IA pour effectivement répondre à ce tsunami, parce que ce tsunami dépasse de loin les capacités cognitives humaines. Donc ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la data, de l'information comme étant les nouvelles sources, comme, disons, les sources de pétrole. D'accord ? La deuxième chose, c'est qu'on a vu un développement technologique en termes calculatoires
très, très important. Donc, aujourd'hui, on a vraiment des ressources en termes de calcul qui sont très importantes, qui permettent effectivement de répondre à ces besoins. Le dernier élément, bien sûr, c'est ce grand engouement que nous voyons partout, lancé surtout par les GAFA. Et il faut être vigilant à ce niveau-là. Est-ce que vraiment ce qui se dit, ce qui se partage sur l'Internet est vraiment ce qu'on essaye de décrire et ce qu'on essaye de communiquer à la masse? Donc, je pense qu'il y a beaucoup, peut-être, de hype, comme on le dit en anglais. Donc, j'espère que dans ce panel, nous allons essayer de revenir sur ces points-ci et de pouvoir comprendre un peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas tout à fait vrai et ce qui est quasiment peut-être impossible. D'accord ? Donc, ça, c'est le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui et je suppose c'est pour cette raison que nous avons ce panel. Maintenant, revenons à des choses un peu plus fondamentales. Si on veut parler de l'intelligence artificielle, faut-il aussi se mettre d'accord sur le concept de l'intelligence lui-même, disons l'intelligence naturelle, l'intelligence des humains en général. Eh bien, même ce concept d'intelligence naturelle, si je peux dire, ou juste intelligence, aujourd'hui n'est pas bien défini par les chercheurs, par les psychologues, par les scientifiques de l'intelligence en général. D'accord ? Donc, le concept d'intelligence reste très flou. D'accord ? Et il y a plusieurs écoles de pensée concernant cette terminologie qui s'appelle l'intelligence. D'accord ? Donc là, il faut faire très attention quand on aborde la question d'intelligence artificielle, d'avoir cette idée du flou autour du terme intelligence et bien cibler ces mots et aussi s'attendre à des résultats qui, plus ou moins, sont en cohérence avec ce flou, si je peux dire. Au fait, la question de l'intelligence a évolué pendant les siècles et aujourd'hui, on parle d'intelligence multiple. On ne parle plus de l'intelligence en général, comme cette intelligence qu'on mesure avec le QI, le fameux QI, d'accord, qui est une façon très, très grossière pour classer les gens et pour tester les gens. Mais aujourd'hui, les gens parlent au moins d'une douzaine de types d'intelligence, d'accord ? Et ceci montre bien qu'on n'arrive pas vraiment à définir, donc à comprendre cette intelligence. Certains peuvent dire que le terme intelligence n'est qu'une terminologie utilisée dans notre langage commun pour communiquer. Mais au fait, scientifiquement parlant, on n'a pas vraiment de concept qui s'appelle intelligence. On parle beaucoup plus de sciences cognitives, des capacités cognitives d'une personne ou même d'un animal. D'accord ? Donc, aujourd'hui, moi-même, je préfère parler de capacité cognitive d'une personne ou bien d'un animal, ou même avec beaucoup de, comment dirais-je, de réserve de certains algorithmes. Donc, voilà un peu, Franck, ce que j'aurais voulu partager avec vous et avec notre audience concernant le concept de l'intelligence. Je suppose on va parler de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Oui, merci Jalel pour cet exposé. Djibril, vous qui mettez l'IA au service des ressources humaines, qu'est-ce que cela vous inspire, cette notion d'intelligence, et notamment dans le contexte africain? Bonjour Jalel et bonjour Elias. En tout cas, je me réjouis de me retrouver parmi vous et d'échanger. Et je salue bien évidemment la mise en perspective de Monsieur de Jalel parce que c'est très pertinent. En fait, ce n'est pas pour rien qu'il est professeur. Et effectivement, c'est toujours très important en fait, de mettre les choses en perspective, de voir un peu, de partir de l'histoire pour savoir pourquoi finalement en fait, on parle de ces sujets à notre époque. Et effectivement, c'est une brillante introduction et qui permet de camper le décor. Je pense je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit en introduction, mais en fait, aujourd'hui, l'intelligence est très complexe.
Il n'y a pas une définition unanime et il a parfaitement raison. Et je partage son avis que c'est très grossier. C'était au XXe siècle, Alfred Binet a essayé, sous l'influence bien évidemment des autorités, de définir l'outil de mesure qui était le quotient intellectuel, l'outil métrique qui permet de grossièrement essayer de donner. Et ça, on part encore une fois du contexte, on part aussi de la volonté de l'être humain, de l'homme, de vouloir catégoriser les choses. Je suis d'accord qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'intelligence. Bien sûr, c'est très grossier, mais l'être humain a toujours voulu catégoriser, donner une définition simpliste pour pouvoir en fait faire appel, bien sûr, pouvoir définir telle ou telle chose, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est vrai, il est vrai aujourd'hui que l'on prend la philosophie, la psychologie ou les autres disciplines, chacun a sa définition de l'intelligence. On peut même aller loin, la définition par pays, parce que culturellement, l'intelligence n'est pas définie de la même façon. Et aujourd'hui, c'est vrai, et Jalel l'a précisé, qu'il y a différentes formes d'intelligence. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle de sociale, on parle de linguistique, on parle de mathématiques, etc., etc. C'est une intelligence multiple. Mais les Occidentaux, bon, puisque c'est eux qui ont commencé, peut-être pas dans l'histoire, je ne connais pas et je n'ai pas une connaissance très fine, peut-être que Jalel pourrait apporter des précisions, mais en tout cas, c'est une approche purement qui est… J'allais parler tout à l'heure de la cognition. La cognition, c'est tout ce qui a trait au traitement de l'information. Okay? Et effectivement, quand on parle de traitement de l'information, on parle du cerveau, la capacité à raisonner, capacité à trouver des solutions comparativement, en fait, par opposition à l'instinct. Et c'est vrai que pour revenir, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est l'intelligence. Et en fait, force est de constater qu'on ne peut pas définir communément, unanimement, ce qu'est l'intelligence. Donc, pour moi, c'est effectivement très important de pouvoir préciser. J'apporte juste une précision. L'intelligence, quand on la prend du point de vue occidental ou du point de vue asiatique, africain, elle n'est pas pareille. Dans ces pays, des études ont montré en fait que ce qui a trait à l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à un enfant, par exemple, qui a un respect de l'autorité. Ce sont des choses qui sont liées à l'intelligence. On définirait quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a une capacité à s'adapter dans un contexte bien précis, qui fait appel à ses émotions, à ses sentiments, etc. Donc, on n'est pas, même quand on prend pays par pays, on n'est pas d'accord sur cette intelligence. Et donc, par conséquent, il est très difficile de définir même ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce que c'est très grossier de parler d'intelligence artificielle. Voilà, pour la simple et bonne raison, en fait, que si on parle d'intelligence, ça veut dire qu'il faut une technologie qui simule l'intelligence de l'humain, tout en oubliant tout ce qui est affect, esprit et sentiment, etc. L'intelligence ne peut pas simuler toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, c'est la volonté de l'être humain de trouver des mots toutes faits. Mais moi, si je parlais d'intelligence, moi, je parle de mon approche personnelle ou de mon approche par rapport à ma discipline qui est les ressources humaines. On essaie en tout cas de personnaliser, d'apporter en fait une personnalisation de l'expérience. Les entreprises aujourd'hui l'ont bien compris, pour répondre de manière précise aux attentes des clients en se basant, j'allais la préciser tout à l'heure, sur l'information dont elles disposent. Et aujourd'hui, je ne vais pas refaire ce que Jalel l'a dit, mais on est submergé par les informations. Et donc, du coup, des entreprises vont se focaliser sur les données qu'ils reçoivent des clients pour personnaliser justement l'expérience de ces entreprises. Et donc, du coup, nous, en tout cas, on se positionne de ce point de vue-là. Comment développer un outil, comment l'intelligence artificielle peut être prise comme un outil d'aide à la décision. Très bien. Merci Djibril. Donc, avec les interventions de Jalel et Djibril, on voit déjà que nous attaquons à travers ce panel ce sujet sous un angle un peu différent. Elias, est-ce que vous souhaitez intervenir très rapidement, en 30 secondes, sur cette problématique de compréhension de la notion d'intelligence et ses limites? Alors, merci Franck. Je salue le professeur Jalel et Djibril, qui est un peu mon collègue. Donc, on est un peu dans le même écosystème. Donc, bonjour à tous. Alors, je pense que leurs interventions ont été vraiment très, très excellentes et que je ne crois pas pouvoir ajouter quelque chose de plus clair que ce qu'ils ont dit. Juste peut-être revenir sur cet aspect du fait que l'intelligence humaine que l'on voit aujourd'hui est le fruit d'une longue période d'évolution que l'être humain a connue. Il est connu qu'aujourd'hui, l'être humain a connu une longue période d'évolution qui lui a permis aujourd'hui d'affronter des problèmes
qui ont des niveaux de computation qui sont différents, des problèmes de nature différents. Et l'être humain étant en fait très limité en temps et en espace, essaie toujours, en symbiose avec la nature, de trouver des moyens d'optimisation qui sont très évolués pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc aujourd'hui, en fait, oui, c'est difficile de définir ce terme qui est l'intelligence. Et ceci est dû, effectivement, comme l'ont dit mes copanélistes, à une incompréhension. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment fonctionne l'intelligence en réalité. Qu'est-ce que l'intelligence de l'être humain? On voit juste les résultats de l'intelligence, ce que nous arrivons aujourd'hui à faire, mais est-ce que nous maîtrisons réellement notre intelligence? Est-ce que nous savons quels sont les fondements? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes en technologie, c'est le problème de la modélisation. La technologie, c'est une histoire de modélisation et d'implémentation. Et si on ne comprend pas ce que l'on veut modéliser, effectivement, ça rallonge la période de recherche sur ce domaine-là et ça pose beaucoup de problèmes. On reviendra sur d'autres problèmes que l'on rencontre avec l'intelligence, mais ce problème de compréhension est au cœur aujourd'hui de tous les soucis que l'on rencontre avec l'intelligence artificielle. Juste terminer avec le fait qu'il y a effectivement plusieurs définition de l'intelligence, une tentative de définition de l'intelligence. Mais moi, j'aime bien la définition, je pense, de Stephen Hawking, qui disait que l'intelligence est en réalité la capacité de s'adapter à l'évolution. Je pense que cette définition, même si elle n'est pas déterministe, je pense qu'elle résume quelque chose de très important, c'est la notion d'évolution dans l'intelligence. Et aujourd'hui, des chercheurs en intelligence artificielle ont commencé à travailler sur cet aspect de revoir des algorithmes inspirés des processus biologiques qui sont très connus. On aura l'occasion de revenir sur ça. Tout à fait. Très bien. Merci Elias. Effectivement, c'est un bon lien avec le sujet que nous allons adresser juste après. Peut-être avant d'y arriver, faire un rapide récap donc, des premiers échanges que nous avons eus pour dire que finalement, Jalel nous disait qu'on a une quantité d'informations générées en 2016, à plus forte raison en 2021, qui est supérieure à celle produite depuis le début de l'humanité. C'était un tsunami que l'IA doit nous aider à endiguer, à apprivoiser, à utiliser. Et puis qu'on a la double problématique de la définition de l'intelligence humaine avec ses imprécisions, le flou y afférent, les biais culturels et contextuels que vous avez évoqués, et qui se retrouvent subséquemment donc projetés dans l'approche que nous avons de l'intelligence artificielle, qui est plus en rapport finalement avec des processus cognitifs. Ce qui nous permet d'arriver donc au point suivant, à savoir les fausses idées courantes relatives à l'IA que nous couplerons avec les limites technologiques que nous identifions aujourd'hui concernant l'intelligence artificielle. Jalel, quelles sont les idées fausses courantes répandues sur l'IA de votre point de vue? Les idées majeures fausses? On ne vous entend pas, Jalel. Votre micro est coupé. Pardon. Donc, quelles sont les idées fausses? Bien sûr, je vais donner mon point de vue là-dessus. Certainement, il y a… ça dépend des experts, des praticiens, et ça dépend même de certains points de vue. Mais ce que je veux dire et répéter une autre fois, c'est que aujourd'hui, on donne une dimension énorme à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, surtout par les GAFA, et en particulier en utilisant le deep learning. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, quasiment, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de deep learning, c'est-à-dire un algorithme très spécifique, au fait relativement simple, qui essaye de mimer, si je peux dire, ou bien dupliquer une capacité cognitive humaine, telle que, en particulier, aujourd'hui, on a fait des avancées énormes sur la reconnaissance des images. Donc, ça, c'est un point très positif. Le deuxième, et qui est très, très important, et peut-être plus important que celui de la reconnaissance
de tout ce qui est image, c'est aussi tout ce qui est le traitement du langage naturel. Et là, c'est un point très, très positif par rapport à l'intelligence artificielle. Et là, je veux revenir un tout petit peu aux années 40, parce que les réseaux de neurones ont commencé depuis les années 40, d'accord? Et que, au fait, ils n'ont pas pu se développer comme il se doit, parce qu'effectivement, il leur manquait la capacité calculatoire dont j'ai parlé il y a quelques moments, d'accord? Et il faut dire aussi, je crois que c'est important de le savoir, de le rappeler, c'est que cette trajectoire de l'intelligence artificielle est passée par des hauts et des bas. D'accord? À un certain moment, il faut dire que les experts en intelligence artificielle ne voulaient plus parler ou bien ne voulaient plus avoir le titre d'être expert en intelligence artificielle. Effectivement, parce que l'intelligence artificielle, comme elle a été faite au début, disons, de cette évolution, n'a pas donné les résultats recherchés, entre autres dans le traitement du langage. D'accord? Donc, aujourd'hui, les algorithmes que nous utilisons, qui sont en particulier basés sur des réseaux de neurones et le deep learning, c'est des algorithmes basés sur disons, des trouvailles scientifiques des débuts des années 90, si ce n'est pas la fin des années 80. Donc, sur le plan scientifique, il n'y a pas eu vraiment de grands changements, d'accord, sur le plan scientifique. C'est-à-dire que un réseau de neurones aujourd'hui qu'on utilise dans le deep learning, comme il est connu dans le jargon des experts, c'est un feed-forward network, donc des plus simples, et par conséquent, les résultats fondamentaux ont été connus depuis 1989. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des avancées très importantes, mais ces algorithmes restent, comme je l'appelle, des algorithmes naïfs. D'accord? C'est-à-dire, c'est vraiment le premier niveau de capacité cognitive qu'on essaie d'émuler. D'accord? Le plus grand problème de ces algorithmes, c'est qu'ils ne sont pas du tout généralisables. C'est-à-dire, ils sont très ciblés, d'accord? Et ils sont tellement bien peaufinés pour l'action en question qu'il est il est impossible de prendre un algorithme, par exemple, qu'on a développé pour la reconnaissance des images, pour l'appliquer dans un autre domaine, tel que le traitement du langage naturel. C'est impossible. Donc là, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut prendre ça avec un gros grain de sel quand on parle des prouesses de ces algorithmes. Donc, ces algorithmes, par exemple, ils ne sont pas du tout intelligents. Ils sont conçus d'une façon tellement spécifique, avec des data, une quantité de data tellement importante pour effectivement les amener à faire un minimum d'erreurs. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, on peut voir même des publications là où on pense que un algorithme a de l'empathie. D'accord? Quand on parle aujourd'hui, on commence même à parler de l'empathie. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de publication et à ce genre de conclusion hâtive, parce qu'on est encore très très loin de, comme le disait Djibril tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience, l'empathie, les émotions, on est encore très très loin au niveau de l'intelligence naïve. Peut-être qu'on va faire de petits pas demain quand on parle de l'intelligence artificielle généralisée. D'accord? Donc, bien que je ne veux pas parler vraiment de failures, c'est-à-dire que, ou bien de
peut-être même de mensonges, je veux dire qu'il faut faire très attention et de comprendre que c'est vraiment basé sur des prouesses calculatoires et sur une quantité d'informations très, très importante. Et je veux là faire un petit lien avec notre contexte, qui est le contexte africain. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement savoir utiliser ces algorithmes off-the-shelf, ces algorithmes qu'on peut plus ou moins manipuler pour avoir de bons résultats. Et je suis sûr que Djibril va me seconder sur ça. C'est que aussi, on doit pouvoir collecter suffisamment d'informations et savoir la pré-traiter avant de l'utiliser dans ces algorithmes. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que ce n'est pas une application directe et simple de ces algorithmes, mais aussi il y a une connaissance au préalable de la problématique en question, un savoir-faire que ces experts doivent avoir, d'accord, pour pouvoir résoudre le problème, et bien sûr une quantité très importante de data, d'informations pré-traitées, d'accord, pour pouvoir avoir des algorithmes convenables et qui répondent à notre objectif et par conséquent pour jouer le rôle, pour automatiser certaines tâches lourdes de prise de décision. D'accord? Donc, voilà comment j'aimerais répondre à votre question, Franck, sans pour autant peut-être dire oui pour ça et non pour cela. Et merci. Oui, merci Jalel pour cet exposé très, très intéressant qui alimentera, je pense, le reste de nos échanges. Également, peut-être, Djibril, pour cibler tout de suite votre domaine d'activité, l'IA peut-elle remplacer l'humain à la suite de ce que Jalel évoquait ou reste-t-elle principalement un outil d'aide à la décision? On ne vous entend pas, Djibril. Votre micro est coupé. Je disais, excusez-moi, avant de répondre, je veux juste revenir sur ce que Jalel nous partageait pour me mettre un peu en opposition, mais pas totalement en opposition avec ça. En fait, effectivement, hein, je pense que Jalel a précisé le fait que c'est beaucoup plus complexe que cela. Hein. Bien évidemment, les algorithmes qui sont développés ont du mal à mimer comme il faut ce que les hommes souhaitent que les algorithmes fassent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il faut regarder aussi les choses d'une autre façon. Il faut voir un peu, il faut donner à César ce qu'il y a de César. Quand on prend l'histoire, je ne veux pas refaire l'histoire, mais à un moment donné, avec par exemple la révolution copernicienne, à un moment donné, quand on a découvert que la Terre ne tournait pas autour du Soleil et que c'était plutôt que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre parce que la Terre était centrée, on pensait ça. L'astronomie, le développement de la science a permis d'aller à l'encontre de cette pensée. C'était une révolution à l'époque. Et moi, je fais référence un peu au transhumanisme. Donc, moi, je ne dis pas qu'effectivement, qu'on est loin. Je ne peux pas vraiment me prononcer parce qu'on a observé quand même un développement de la technologie quand même assez rapide au cours de l'histoire. J'allais parler tout à l'heure de la production de l'information. Ce qu'on a pu produire à partir du 20e et 21e siècle est incomparable par rapport à tout ce que l'humanité a pu produire comme information. Donc, en réalité, c'est très compliqué. Et quand on se positionne, avant de répondre, Franck, si vous permettez, quand on regarde le transhumanisme, ils ont déjà leur projet en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné dans notre histoire, on va arriver probablement à cet homme augmenté, sans rentrer dans les détails. Donc maintenant, on ne sait pas quand. Moi, je ne peux pas dire quand. Bien évidemment, je suis très loin de le savoir, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut arriver très rapidement à faire des choses à la technologie. Et bien évidemment, par exemple, aujourd'hui, si je prends l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus forte que l'être humain dans tout ce qui est automatisation de processus. L'homme ne peut pas se comparer à la machine sur cette partie-là. Et nous, dans notre domaine, dans le traitement de l'information, on gagne énormément de temps. Qu'est-ce que l'on dit chez nous? Qu'est-ce que l'on dit aux entreprises? C'est qu'il faut automatiser le maximum de tâches qui te permet au RH
d'avoir du temps. Parce que la principale problématique des ressources humaines aujourd'hui, c'est qu'ils sont noyés dans la masse des informations qu'ils reçoivent, dans la masse en fait de l'administration. Et l'intelligence artificielle est super pertinente pour te faire gagner du temps. On parle jusqu'à, par exemple, automatiser 80% des tâches à faible valeur ajoutée. Et ça, ce n'est pas rien. Je pense que c'est très important, effectivement, de mettre un bémol à ce que l'intelligence artificielle a la prétention de faire, mais aussi d'apporter un peu du crédit à ce que l'intelligence artificielle permet de faire aujourd'hui en entreprise. Et je voulais juste mettre ça en perspective, sans pour autant aller frontalement avec Jalel. Je ne suis pas en opposition totalement avec lui, mais voilà, mettre un bémol pour dire que effectivement, il y a des choses sur lesquelles l'intelligence artificielle apporte beaucoup, en tout cas à l'humain. Et donc, du coup, il faut que nous, maintenant, que nous décidions comment l'utiliser. Et ça, c'est un autre problème que sans doute qu'on aura le temps d'évoquer. Mais décider d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient pour gagner du temps. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Et ça, il faut apporter du crédit à ce que l'intelligence artificielle fait. D'accord. Merci, Djibril. Du coup, effectivement, je vous retire la question que j'avais posée parce que je pense que les échanges que vous avez eus les uns et les autres indiquent suffisamment, en gros, ce que vous en pensez. On va laisser la parole tout à l'heure à Elias, mais je voudrais juste revenir sur 2 points pour nos spectateurs. Le premier, indiquer ce qu'est le transhumanisme, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. Donc, le transhumanisme est un mouvement culturel, intellectuel, international qui prône l'usage des sciences et techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Et on peut le résumer au fait de ne pas hésiter à associer, en gros, à l'être humain physiquement des matériels technologiques évolués pour améliorer certaines fonctions auditives, oculaires ou autres. Vous dites que vous ne vous opposez pas frontalement à ce que Jalel évoquait, sachant qu'il ne remet pas en cause l'utilité et l'efficacité de l'intelligence artificielle. Et vous zoomez sur l'automatisation. Mais est-ce que l'automatisation a quelque chose à voir fondamentalement avec l'intelligence? L'automatisation est un processus d'exécution. On ne vous entend pas. Dans la sélection, par exemple, des CV, il peut y avoir de l'intelligence artificielle. Attention, il y a des techniques qui permettent en fait de le faire. Il y a un peu d'intelligence artificielle. Il n'y a pas nécessairement de l'IA partout dans l'automatisation, mais sur certains domaines bien précis, il peut y avoir de l'intelligence artificielle. Moi, je fais appel, par exemple, nous, on essaie de faire appel avec l'IA, on fait appel à une technologie qui est le matching affinitaire, qui est une technologie, par exemple, dans les recrutements, qui permet de déterminer le degré de compatibilité. Donc, effectivement, dans tout le processus, il n'y a pas systématiquement de l'IA. Mais dans certains processus de matching, il peut y avoir de l'IA. On prend en complément des techniques d'évaluation de la personnalité, des soft skills, etc., qui permettent en fait d'avoir le maximum d'informations pour permettre à la machine de faire le bon matching. Il peut y avoir de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Maintenant, pour apporter une précision à ce que vous dites, on n'a pas forcément de l'intelligence artificielle partout. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle puisse être mise à toutes les sauces. Et d'ailleurs, elle ne peut pas être mise à toutes les sauces. Et je pense que les gens aujourd'hui ont tendance, et dans les RH, l'intelligence artificielle est encore au balbutiement. Là, et on n'a que des pays, certains pays, 3 pays, les États-Unis, la France et l'Israël, qui sont avancés. On a observé, par exemple, une prolifération des startups qui utilisent un peu l'IA dans le domaine du recrutement, dans le domaine du onboarding, de la mobilité, etc. Tout ça comme outil d'aide à la décision. Aider les gens, aider les entreprises à prendre les bonnes décisions en matière de recrutement quand on sait que se planter dans le recrutement, ça peut coûter beaucoup d'argent à une entreprise. Donc, tout ça, ça peut en tout cas apporter une plus-value dans ce domaine-là qu'est les ressources humaines. Je vais laisser, merci Djibril, je vais laisser Jalel rebondir rapidement sur le sujet avant d'entamer le point suivant avec Elias. Oui, merci Franck. J'ai bien apprécié votre remarque. Effectivement, il n'y a pas du tout de dissonance entre ce que je dis et ce que Djibril a dit, bien qu'il a insisté là-dessus. J'ai bien parlé vraiment des réussites extraordinaires dans tout ce qui est traitement d'image et tout ce qui est surtout traitement du langage naturel. Et ça, c'est un grand plus. Moi, je suis beaucoup plus impressionné par le langage naturel que le traitement d'image, pour vous dire la vérité, mais ça, c'est très personnel. Bien sûr que l'IA est en train d'apporter un grand plus
soit à l'automatisation ou bien à l'aide à décision en général. Mais je n'irai pas jusqu'à comparer l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec une révolution copernicienne, Djibril. On est encore loin, je pense, de la révolution copernicienne. Peut-être qu'elle viendra d'ici quelques décennies, mais aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est vraiment la force calculatoire, c'est la force des quantités de data et puis des algorithmes neuronaux qui sont très très simples. Hein. Je ne pense pas qu'on est encore à ce niveau de révolution, bien que, je le dis et je le redis, les GAFA veulent bien nous faire croire qu'on est peut-être à ce niveau de révolution technologique. Je veux aussi rebondir un peu sur le transhumanisme, Franck, si vous ne voyez pas d'inconvénient. C'est vrai que le transhumanisme classique, si je peux dire, ou ce qui circule le plus, comme dans tous les sujets pratiquement, c'est effectivement la définition que vous venez de donner. Mais moi, j'aime toujours aussi partir des sources étymologiques du terme, d'accord? Et non pas comment certains définissent ces termes. Quand on dit transhumanisme, c'est-à-dire c'est transcender l'humain comme nous le connaissons aujourd'hui, d'accord? Mais l'humain peut être transcendé certainement en l'augmentant avec de la technologie. Et aujourd'hui, on est en train de le faire. Hein. On est tous, la majorité d'entre nous a quelque chose dans son corps, même des lunettes. C'est de la technologie qui corrige ou qui amplifie notre façon d'être et de réagir dans notre environnement. Mais le transhumanisme positif, ce que moi j'appelle le transhumanisme positif, serait aussi de changer le paradigme de pensée et de comportement, surtout sur le plan moral et éthique des êtres humains. Aujourd'hui, nous savons très bien que les grands défis de l'humanité qui risquent, au fait, comment dirais-je, de faire disparaître cette humanité, viennent beaucoup plus de notre façon de comprendre les choses, d'interréagir et de penser notre environnement et notre relationnel. Et ceci, c'est généralement des problèmes d'éthique, d'accord ? Donc aujourd'hui, si nous avons par exemple le réchauffement climatique, il faut se rappeler que le réchauffement climatique qui pourrait être vraiment très très grave c'est un problème existentiel, il provient grosso modo de la révolution industrielle qui a commencé il y a quelques siècles. Jalel, sans vouloir vous interrompre, le sujet est passionnant. Je pense qu'on pourrait passer des heures à en débattre, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est extrêmement limité. Et on a encore un certain nombre de points à traiter. Donc, je vais rapidement, comme pour les panels précédents ou les questions précédentes, résumer rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour dire que finalement, le message que vous nous passez, c'est qu'il y a beaucoup de buzz, fait notamment autour du deep learn, qui essaie de dupliquer ou simuler des capacités cognitives, et que les réseaux neuronaux, finalement, sont utilisés depuis les années 40, qu'ils avaient été limités à l'époque en raison de l'insuffisance des algorithmes et du volume de données ou de la qualité de données disponibles, et que ces algorithmes sont, de votre point de vue, extrêmement naïfs, en ce sens qu'ils sont très ciblés, et donc pas généralisables, et que de ce point de vue, ils ne sont pas intelligents, mais correspondent à des modèles calculatoires nécessitant de grandes quantités de données à ordonner et à driver. Donc la marge de progression est importante, même si Djibril a voulu tempérer un peu ce propos en mettant l'accent sur le fait que l'évolution est exponentielle et que l'IA est extrêmement utile dans de nombreux domaines, et notamment dans le domaine des RH. Je voudrais, sur ces mots, que l'on zoome le point des limites technologiques liées à l'IA. Elias, on ne vous voit pas. Est-ce que vous auriez la possibilité de mettre votre caméra en marche?
Alors, Franck, je suis désolé. Depuis 3 jours maintenant, je pense que ma cam ne marche pas. Je ne sais pas D'accord, pourquoi. ok, bon, c'est pas grave. On se contentera de votre voix alors. Ouais, je suis Euh, désolé. J'ai essayé de changer la photo aussi, mais voilà, j'y arrive pas. Donc, Très bien, pas de souci. De votre point de vue, puisqu'on parle de limites, on en a évoqué certaines liées au concept lui-même, au fait qu'il s'agisse effectivement de modèles calculatoires en grande partie, même si ils apportent beaucoup. Quelles sont les contraintes techniques que l'on a aujourd'hui et qui sont extrêmement limitantes par rapport à l'intelligence artificielle en termes d'ordinateur, de limites de données, etc., etc. Quels sont les éléments les plus importants de votre point de vue? ok, alors, merci beaucoup, Franck, pour cette question. Alors, juste peut-être revenir un peu sur le fait, en une phrase, qu'il ne faudrait peut-être pas trop sous-estimer l'évolution et la capacité de surprise de l'intelligence artificielle. Vers les années 50, quand Alan Turing conceptualisait l'intelligence artificielle, il y avait beaucoup de spéculations sur ce que ça pourrait donner en un temps record et ce que ça ne pourrait pas. Finalement, ce que l'on pensait que ça allait très vite être résolu a pris beaucoup plus de temps et ce que l'on croyait être beaucoup plus compliqué, ça a été résolu très rapidement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un très grand problème sur ce côté. Moi, personnellement, en tout cas, j'évite très souvent de dire que l'intelligence artificielle ne pourrait ou pourra faire quelque chose parce que finalement, on a eu beaucoup de surprises par rapport à ça. Mais bon, je vais revenir sur cette question, Franck. Euh, alors, il y a, oui, effectivement, l'intelligence artificielle étant de la technologie, typiquement, il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes que l'on rencontre, notamment des problèmes de puissance de calcul. Bon, ça, c'est, à mon avis, peut-être pas le problème le plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a dans le domaine de la recherche quand même pas mal de sujets qui sont très actifs et qui sont très prometteurs sur ce côté-là. Je pense notamment à tout ce qui est quantum machine learning, tout ce qui est ordinateur quantique. C'est pas, peut-être on pourra revenir sur ça plus en détail. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un grand problème aussi sur l'aspect des données. C'est vrai, on a tout à l'heure donné des statistiques que le monde a généré énormément de données. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je dirais, la plus grande part de pourcentage des problèmes que l'on rencontre en intelligence artificielle, en tout cas dans le domaine de l'ingénierie, c'est sur la donnée et sur ce que j'ai envie d'appeler la qualité de la donnée. Tout à l'heure, M. Djellel nous disait que le NLP est le domaine qui le fascine le plus. Et aujourd'hui, oui, le NLP est le domaine que je pense moi aussi être le domaine qui aura le plus d'impact économique, social avec l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, c'est le domaine qui souffre le plus de qualité de données. On voit carrément une forme d'inégalité sur le développement, sur des modèles anglophones, francophones. On a une très grande évolution. Je pense notamment à des trucs comme GPT-3 et tout ce qui a été développé ces 5 dernières années. Mais aujourd'hui, dans un contexte africain, si on prend des langues typiquement africaines qu'on appelle low represented languages, ce sont des langues qui souffrent énormément en termes de données. La donnée, c'est pas seulement qu'on en génère, mais la donnée doit respecter certaines propriétés pour passer dans une machinerie d'intelligence artificielle. La donnée doit être propre, entre guillemets, c'est-à-dire il y a beaucoup de traitements aujourd'hui qui ne sont pas typiquement de l'IA, mais typiquement du traitement de la donnée qu'on doit faire. Et ça, je pense que même c'est assez indépendant des problèmes technologique de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'algorithme, ce n'est pas un problème de puissance de calcul, mais c'est un problème même sur notre capacité aujourd'hui à traiter nos propres données que l'on génère. Il y a effectivement une grande quantité de données, mais si on réfléchit en termes de qualité, on se rend compte que finalement, la qualité, ça ne suit pas tant que ça. Donc, sur ce problème des données, on peut plus en détailler. Le professeur Djellel ou Djibril, qui travaille dans l'industrie, pourrait revenir sur ça. Mais aujourd'hui, c'est le cœur du problème, en tout cas, de ce que l'on fait aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est la donnée. Et peut-être un dernier point sur cette histoire de la donnée, c'est ce qu'on appelle la labellisation. Il faut qu'on dise aujourd'hui l'intelligence artificielle dans sa forme deep learning, machine learning, utilise beaucoup une forme qu'on appelle du supervised learning et ça nécessite beaucoup de données qui sont labellisées. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les pays aujourd'hui qui détiennent le monopole sur l'intelligence artificielle. Je pense juste à 2007 quand
l'université de Stanford a lancé ce grand projet de ImageNet. Aujourd'hui, tout à l'heure, M. Dialel nous disait que en computer vision, tout ce qui est traitement d'image, c'est moins fascinant pour lui. Mais avant, il faut savoir, avant ImageNet, c'était très difficile d'arriver à certains résultats en computer vision. Il a fallu beaucoup d'efforts avec, il y a Feifei Li qui est la directrice de ce programme qui était revenue sur des statistiques, mais ça a fait beaucoup de financement, beaucoup de ressources humaines pour arriver aujourd'hui à avoir cette base de données bien épurée. Donc, juste pour vous montrer l'effort qu'il y a en termes de finances, en termes de ressources humaines, pour aujourd'hui arriver à trouver l'essence même de l'intelligence artificielle moderne qu'est la donnée. Bon, après, à côté de la donnée, maintenant, on peut parler des problèmes, de la question avec laquelle on a ouvert ce panel, notamment la compréhension de l'intelligence, parce que c'est ça qui nous permet typiquement d'orienter la recherche du côté de l'algorithme. Est-ce qu'on est sur la bonne voie et toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, vraiment sur cette qualité de données, et peut-être aussi sur les notions d'interprétabilité, de décidabilité des algorithmes, qui sont des problèmes qui sont là bien avant ce buzz autour de l'intelligence artificielle. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a des domaines en informatique qui ne sont même pas des domaines d'intelligence artificielle, qui sont limités par juste une question, est-ce que tel algorithme est calculable ou pas? Est-ce que tel algorithme est décidable ou pas? Donc, même en termes d'informatique classique, on a des problèmes algorithmiques qu'on n'arrive toujours pas à lever. C'est parfois avantageux parce qu'aujourd'hui, toute la cryptographie moderne tourne autour de ça, mais c'est très désavantageux d'un autre côté parce qu'on a beaucoup de problèmes qui n'arrivent pas à être résolus. Donc, vraiment, pour aller très vite, ce sont les points sur lesquels je voulais revenir par rapport à cette question-là, tout en sachant que des problèmes, pour finir, la technologie a toujours rencontré des problèmes. En introduction, M. Dialel disait que les réseaux neuronaux sont développés vers les années 43, typiquement avec les travaux de Walter Pitts. Et eux, aujourd'hui, ils ne pensaient pas en 2020 qu'on allait arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui avec le deep learning, parce qu'il y avait énormément de contraintes que l'on ne pensait peut-être pas résoudre. L'intelligence artificielle a connu beaucoup d'hivers et beaucoup d'étés. On est parvenu à toujours sortir des hivers, aller vers des étés, rentrer encore dans des hivers. À mon avis, le développement continuera à être comme ça. C'est ce cycle-là. Il y aura toujours des périodes sombres où on aura des problèmes technologiques que l'on va rencontrer et que l'on va contourner ou soulever carrément. Merci beaucoup. Allô, Franck, il est parmi nous? Oui, si, je suis là. Merci Elias pour ces précisions que vous avez apportées. Le temps tourne, donc je ferai après la synthèse de ces éléments lorsqu'on ira au final. Je souhaiterais peut-être échanger rapidement avec vous sur une problématique qui est majeure et qui ressort à travers toutes les questions qui sont posées. En quoi est-ce que l'IA peut représenter une menace pour l'humanité? C'est un point un peu récurrent. Donc, on a peur de l'inconnu, on a peur d'être dépassé, de ne pas maîtriser ce monstre que l'on peut parfois imaginer quant à l'IA. Jalel, l'IA est-elle une menace ou dans quelle mesure elle pourrait l'être? Vous évoquiez tout à l'heure les problématiques d'éthique, c'est peut-être le lieu d'en parler. Oui, la menace existe bel et bien parce que, comme disait Ilias, on ne savait pas ce qu'on pouvait vraiment faire avec cette IA et surtout en utilisant les réseaux de neurones avec McCulloch et Pitts, comme disait Ilias. Oui, c'est ça la nature de la recherche, les choses évoluent et on peut être surpris des fois. Mais généralement, les chercheurs ne sont pas trop surpris, et même, je dirais, McCulloch et Pitts voulaient effectivement comprendre le cerveau et par conséquent voulaient dupliquer les capacités cognitives et même calculatoires de ce cerveau. Donc, je pense que McCulloch et Pitts voyaient venir, mais c'était l'élite de l'élite dans les années 40. Mais bien sûr, cette IA fait peur et plein de grands entrepreneurs et scientifiques l'ont déjà évoqué et ils voulaient qu'on prenne vraiment nos précautions en développant cette technologie.
Mais comme nous le savons, comme ça a été fait en biologie ou ailleurs, même si on essaye de prendre nos précautions, il y aura toujours une équipe de chercheurs ou bien un chercheur qui, dans son laboratoire ou devant son PC, va développer un algorithme sans pour autant savoir expliquer exactement l'évolution cognitive de cet algorithme. Microsoft, à un certain moment, s'est rendu compte que deux algorithmes se parlaient entre eux-mêmes avec un langage qui était incompréhensible pour les humains. D'accord? Et ça, c'était vraiment une trouvaille très, très grave. Et tout de suite, ils ont arrêté cette communication et je suppose l'apprentissage de ces algorithmes. Il y a deux dimensions que je veux bien évoquer ici. La première, c'est aussi déshumaniser, entre autres, la technologie et surtout une technologie qui est utilisée dans l'armement. D'accord? On a commencé ça avec les drones, mais l'être humain était toujours impliqué avec ces drones. Mais demain, on peut imaginer, et ça existe peut-être aujourd'hui, soit des drones, soit des robots qui ont des capacités cognitives assez développées, basées sur les algorithmes dont nous parlons aujourd'hui, et que ces algorithmes se trouveront devant des situations où ils doivent prendre la décision, c'est-à-dire de tirer ou ne pas tirer, d'accord, de tuer ou ne pas tuer. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette course vers des armes intelligentes, elle est vraiment en exponentiel, d'accord, je suppose, entre les États-Unis, la Chine et peut-être d'autres pays comme la Russie. Donc aujourd'hui, quelle est notre position vis-à-vis de ce développement? Est-ce qu'on va laisser ces pays qui ont les moyens de développer ce genre d'armes extrêmement dangereuses, ok? Donc ça, c'est une dimension et qui est liée énormément à un débat international global qui se fait depuis un bout de temps, peut-être 10 à 5 ans, qui est la dimension éthique et morale de cette technologie. Mais malheureusement, et c'est ce que je veux vraiment souligner, nous, Africains, on est porté par cet engouement de la technologie et de sa technicité, mais on n'est pas du tout présent sur la scène internationale pour contribuer à ces décisions concernant l'éthique de cette technologie. D'accord? Donc, et ça pourrait être très grave d'ici 1 ou 2 décennies. D'accord? Si on n'est pas sur la scène, si on ne contribue pas à la conception de ces nouvelles règles globales, nous risquons de se retrouver complètement marginalisés, au mieux consommateurs de cette technologie, comme ça a été toujours le cas, mais pire, d'être complètement dépassés et de rater le train et par conséquent rester dans les oubliettes et être seulement un marché et même une source de data. Et là, je veux finir avec une petite remarque comme réaction à ce que disait Ilias, et j'ai bien apprécié ce que Ilias disait. Bien sûr, le problème aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'IA, c'est pas les algorithmes, c'est la data. D'accord? Et ça va être le cas pendant un bon bout de temps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une ruée vers cette data. Et pour revenir à l'NLP, bien sûr, plein d'industriels occidentaux veulent bien mettre sur le marché des applications IA pour le traitement des langues africaines. Et Dieu seul sait combien on a de ce genre de langage africain. Donc, si on ne fait pas attention, on risque vraiment de se retrouver complètement à côté, mais tout en donnant notre data qui a beaucoup de valeur à d'autres industriels qui ont les moyens. Et je sais qu'ils sont en train vraiment de rechercher cette coopération, sachant que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens pour exploiter notre data. Et là,
je tire un peu la sonnette d'alarme pour qu'on soit vigilant et de ne pas vraiment se retrouver dans une situation où nous offrons ce que nous avons sans pouvoir tirer profit de cette richesse et aussi de comment dirais-je, de l'utiliser pour le bien de notre citoyen africain. Donc, ça c'est très, très important et j'aimerais bien aussi qu'on discute de ça un peu plus si jamais on a un peu plus de temps. Merci. Oui, merci Jalel. Effectivement, on avait prévu de faire un zoom particulier, même si à l'occasion des panels précédents, on a quand même évoqué un peu les problématiques spécifiques liées à l'Afrique. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer vraiment. On va se donner encore 10 minutes parce qu'on a pris un peu de retard au départ. Donc, pour les panélistes suivants, je sollicite votre compréhension. Donc, on prendra 10-15 minutes pour finir convenablement ce panel et se poser vraiment l'ensemble des bonnes questions. Juste peut-être sur cette problématique de menace et notamment en lien avec l'Afrique, je vais vous laisser vous exprimer, Elias et Djibril. On ne vous entend pas, Djibril, le micro. Oui, je pense que moi, je ne vais pas revenir effectivement sur tout ce qui a été dit parce que ça a été très, très bien dit. Mais pour moi, effectivement, ça peut être une menace dans la mesure où aujourd'hui, ceux qui détiennent les pays qui ont cette capacité d'investissement que sont les États-Unis et on va dire les Occidentaux, ils peuvent tourner les choses je veux dire, ils peuvent faire en sorte en fait que tout aille dans leur sens. Et effectivement, il y a une course à l'armement, il y a une volonté. Récemment, en France, il y a eu des technologies qui sont encore développées par l'armée française pour penser les armes de demain. Et je pense effectivement, dans tous les cas, si nous ne nous réveillons pas, effectivement, on sera que des simples consommateurs. Maintenant, après, il ne faut jamais sous-estimer. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on n'a pas eu besoin d'avoir des infrastructures quand on prend le mobile money. On a su sauter cette étape et c'est très intéressant. Donc, pour moi, effectivement, c'est une menace si nous ne prenons pas la mesure et que nous ne nous asseyons pas à la même table que les gouvernants. Et effectivement, ça, c'est des choix politiques. Et effectivement, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire aussi que l'IA ne peut pas être une menace dans la mesure où je pense encore que l'être humain a une capacité on va dire, de se défaire de tout ce qui peut être une menace. Bien évidemment, on parle toujours des mauvaises choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses, ça c'est sûr et certain. Mais l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Donc ça, on l'observe beaucoup dans notre domaine. On parle beaucoup en fait des métiers que l'IA va détruire, etc., etc. Non, l'IA ne peut pas remplacer l'être humain. L'IA reste encore une fois un outil d'aide à la décision. Je pense que nous avons cette capacité à nous transcender sur le plan éthique et j'espère en tout cas que nous allons en tout cas avoir cette capacité à nous transcender parce que l'IA, quand on prend le transhumanisme, ça pose des problématiques éthiques. Par exemple, tout simplement de la redistribution de la richesse ou bien le problème des retraites. Si les gens peuvent vivre jusqu'à 150 ans, puis en fait des autres générations qui doivent bénéficier. En fait, ça crée quand même beaucoup de problèmes. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de cela. Maintenant, et moi j'insiste sur le fait que ce n'est pas une menace. Elias parlait tout à l'heure aussi du traitement. Et ça, il faut forcer de constater que nous avons ce problème-là, de la structuration des données. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, dans le domaine des ressources humaines, une incapacité à réconcilier toutes ces données. Et c'est un grand obstacle pour nous autres, en tout cas dans ce domaine-là, dans cette industrie, pour prendre les bonnes décisions grâce à ces données. Donc, parce que les données ne sont pas… Par exemple, quand je prends l'exemple des CV qui peuvent nous parvenir, nos outils qui permettent de lire les CV, par exemple, on utilise une technologie qui permet le parsing, qui permet de lire les informations, de les récupérer. Quand on nous scanne un CV, il nous est impossible de lire les informations. Donc, en fait, il y a comment les données nous arrivent. Une fois que les données nous arrivent, comment on les structure, comment pouvoir les utiliser. Donc, il y a beaucoup de sujets. Bon, je n'aimerais pas revenir là-dessus. Mais en tant qu'Africains, je pense qu'il nous faut en effet nous donner les moyens politiques de pouvoir prendre ce sujet parce que c'est nécessaire. Et je pense qu'il y a aujourd'hui en Afrique des personnes qui ont les capacités. On a des chercheurs. Je pense qu'on a des universitaires comme professeur, on a des entrepreneurs. Je pense que si on met toutes ces personnes à la même table, je pense qu'on peut réfléchir sur une politique
en tout cas qui concernera cette technologie pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas être justement des suiveurs. Mais je pense pour faire simple, on peut toujours, avec les moyens qu'on a, en contrecarrer la menace que peut constituer l'IA. Très bien. Merci, Djibril. Elias, un mot également en 1 minute. Oui, merci Franck. Alors, moi, je pense que cette histoire de menace, en fait, l'être humain s'est toujours senti menacé par une révolution. Je pense que toutes les révolutions par lesquelles on est passé, l'IA est en train de passer naturellement par ça. C'est-à-dire ça passe tout le temps par une phase de peur, une phase de questionnement sur ce que ça va apporter dans notre futur, sur le shifting de paradigme qui viendra. Donc, je pense en ce sens, oui, l'IA représente déjà une menace dans le sens où ça nous préoccupe quand même. Ça nous préoccupe beaucoup, ces questions-là. Est-ce que l'IA va nous piquer nos boulots? Est-ce que l'IA va changer notre mode de vie? Moi, je pense qu'il faut juste dire que pour le moment, l'intelligence artificielle est assez naïve quand même pour être vue comme une très, très grande menace. Mais comme Djibril était très catégorique en disant l'IA ne sera jamais une menace, moi, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ça. On ne sait pas de quoi demain est fait et très rarement, l'histoire nous a appris que l'être humain, à chaque fois qu'il a voulu vraiment arriver à quelque chose, c'est juste une question de temps, mais on y arrive. Très souvent, durant notre évolution, on y est arrivé. Juste une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que, à mon avis, la menace, ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais c'est nous, les êtres humains, au final. Parce qu'on s'est rendu compte, pourquoi on a peur, en fait, de l'intelligence artificielle? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois que l'être humain a eu quelque chose de très puissant, l'a très souvent utilisé dans un mauvais sens. On se rappelle de Hiroshima, Nagasaki, les bombes atomiques, on se rappelle des armes, des guerres que ça a déclenchées. On a peur en fait de l'être humain au final. On a peur de ce qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle. On a peur de ne pas pouvoir cadrer la chose. Mais peut-être aussi sur un ton qui va être un peu plus rassurant, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est senti très, très menacé, on a pu trouver des résolutions, on a pu trouver des manières de cohabiter avec la chose. Moi, je pense aujourd'hui, ça peut représenter une menace si on ne se prépare pas, si on n'éduque pas la population, si on n'en parle pas très tôt. Moi, je pense que c'est même plutôt dangereux de dire que l'intelligence artificielle ne représentera pas une menace parce que ça crée un sentiment de lassitude un peu. Donc, j'aimerais vraiment qu'on termine sur ces mots-là, Franck, et voilà, rappeler vraiment l'importance aujourd'hui de travailler sur cet aspect d'encadrement, sur cet aspect d'anticipation sur ce que l'intelligence artificielle pourrait ou pourrait ne pas faire. Merci beaucoup. Franck, je pense que votre micro est désactivé. Franck, je pense que votre micro est désactivé. Hein? Franck, on ne vous entend pas. Je pense que j'aurais dû mettre en place une solution d'intelligence artificielle qui permette de me signaler à chaque fois que le micro n'est pas ouvert. Je disais que nous aurions tous voulu sans doute pouvoir débattre un peu plus spécifiquement, un peu plus longuement des problématiques et spécificités africaines. C'est peut-être une invitation à un futur débat qu'il faudra que l'on puisse organiser. Donc, moi, j'invite Orange ou d'autres, ou même les panélistes, à ce qu'on envisage, pourquoi pas, un débat spécifique sur les questions africaines. Peut-être avant de faire un rapide récap, on va peut-être prendre le temps de répondre à une ou deux questions rapidement, et je ferai la synthèse et on passera au panel suivant. Donc, pas mal de réponses ont été apportées à de nombreuses questions qui ont été envisagées. Peut-être une question, comment utiliser l'IA pour le marketing, comment se former en autodidacte en IA? La suggestion que je ferais, c'est que les uns et les autres puissent se référer à nos panélistes qui, pour certains, ont des associations ou proposent des solutions de montant en compétences sur l'IA pour pouvoir avoir de bonnes informations sur le sujet. Et nous restons à disposition de toute façon pour faire le lien si nécessaire. Rapidement, je pense qu'on pourrait résumer en disant la chose suivante, que une quantité d'informations très importante générée aujourd'hui en une année est supérieure à celle produite depuis la naissance de l'humanité. C'est un tsunami
Et l'IA doit nous aider, donc on le disait, à endiguer, à apprivoiser, utiliser cette masse de données-là. Et finalement, l'intelligence artificielle, plutôt que de parler d'intelligence, vous disiez, on devrait plutôt parler de processus cognitif. Et en termes d'évolution, il y a beaucoup de buzz, fait notamment par les GAFA, mais Jalel évoquait l'insuffisance, en gros, enfin, les limites des algorithmes qui sont souvent naïfs, donc très ciblés et peu reproductibles et peu généralisables, qui sont en grande majorité des modèles calculatoires, par ailleurs. Donc, personne ne nie effectivement la force, l'intérêt et l'utilité de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, ressources humaines compris. Vous avez évoqué, pour certains, vous avez invité à ne pas sous-estimer ce qui est fait, ce qui pourrait être fait, même à très court terme. Lorsqu'on a évoqué les contraintes, on a parlé des contraintes techniques, la puissance des ordinateurs, le volume et la qualité des données, des problèmes d'algorithme en termes de généralisation, de compréhension, de modélisation, d'interprétabilité et même de décidabilité. Concernant le champ des menaces, on y était invité à prendre quand même des précautions. Vous avez donné l'exemple de Microsoft qui s'est rendu compte que 2 algorithmes se parlaient entre eux dans un langage inconnu. Ça fait penser à Skynet dans Terminator, hein. Et puis le fait qu'on ait des risques avec une utilisation militaire qui pourrait nous complètement échapper à tout contrôle, ça nous renvoie finalement à la fameuse maxime « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et concernant l'Afrique de manière spécifique, ce qu'on disait, c'est qu'elle est portée par l'engouement technologique, mais qu'elle n'a pas vraiment son mot à dire sur les choix éthiques et les règles afférentes, en étant un marché, une source de données dont l'Afrique elle-même pourrait tirer parti pour ses populations. Donc c'est un appel répété aux politiques, à nos consciences individuelles et collectives, et je pense que nous avons chacun notre part à prendre quant à cette question. Je vous remercie, Jalel, Djibril et Elias, d'avoir accepté de participer à ce débat et pour tous les éclairages que vous nous avez apportés. Merci et à bientôt. Merci Franck. Merci beaucoup, M. Jalel et Ezine, et puis merci beaucoup, Elias, pour ce temps de partage. J'espère qu'en tout cas, qu'on aura l'occasion de se parler, hein, de réfléchir sur les différents sujets. Moi, personnellement, il y a des sujets qui m'intéressent sur la question justement des soft skills et la spécificité africaine. Je pense que Jalel est bien placé peut-être pour pouvoir me donner son éclairage sur cette question-là. En tout cas, ce sera un plaisir de partager. Et puis Elias, hein, ce sera la même chose. Hein. On en organisera un débat spécifique. Merci. Merci beaucoup, Franck. Vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup et j'espère vous revoir tous dans peu de temps.